Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Guisen TV, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Guisen Sport Mag, le sommet. Retour du Maccabi Tel Aviv sur la scène européenne, c'était le début du top 16 de l'Euroleague jeudi et les jaunes sont allés s'imposer 84-76 sur le parquet du Žalgiris Kaunas, les Lituaniens. Commentaires et analyse de cette rencontre avec Rudy Maman. L'actu foot de la semaine, c'est le début de la Coupe d'Afrique des Nations, une édition 2012 marquée par l'absence de grandes nations du football africain telles que l'Égypte, le Cameroun ou le Nigeria. Comment expliquer cette absence? On posera les questions à notre spécialiste foot de ce Guisen Sport Mag, Avner Uzan, qui sera accompagné de William Zerbib, producteur et animateur RCJ Sport, notre invité de la semaine, Guisen Sport Mag. On va parler tennis dans ce Guisen Sport Mag aussi avec l'Open d'Australie qui se déroule en ce moment à Melbourne. Les favoris du tableau féminin et masculin sont au rendez-vous. La lutte n'a jamais été aussi intense pour l'obtention du titre final. Qui sortira vainqueur de cette bataille? On a posé la question à Charles Hameçon, spécialiste tennis sur RCJ. Enfin, Guisen Sport Mag ne serait rien sans le Guisen Zap Sport ou le top 3 des vidéos insolites prises sur le net. Et cette semaine, vous verrez ce coup franc incroyable tiré par l'international japonais Shansuke Nakamura, le joueur du Celtic Glasgow. Je vous donne rendez-vous donc en fin d'émission pour apprécier ce coup franc du japonais. Guisen Zap Sport et Guisen Sport Mag, c'est parti tout de suite. Le top 16 de l'Euroleague, c'est parti et c'est bien parti pour le Maccabi Tel Aviv qui est allé s'imposer jeudi dernier face aux Žalgiris Kaunas, les Lituaniens, 84-76, donc sur le parquet de Kaunas. Précieux succès dans le sens où les jaunes étaient dans l'obligation de partir du bon pied dans cette compétition et surtout avant le match face au FC Barcelone à l'Echal Nokia jeudi prochain. Alors pour discuter avec nous de cette rencontre, Rudy Maman qui malgré son état de santé a tenu à réagir. On l'écoute tout de suite. Rudy, bonsoir. Bonsoir Jonathan, bonsoir à toutes et à tous. Alors le Maccabi Tel Aviv ne pouvait pas mieux commencer dans ce top 16 de l'Euroleague. Une victoire arrachée au forceps, mais une victoire tout de même, Rudy. Effectivement Jonathan, c'est vrai que on pensait que ça allait être un piège à Kaunas et effectivement les joueurs du Maccabi Tel Aviv ont bataillé durement pour aller chercher cette victoire de quelques points aux Žalgiris Kaunas, mais c'est la première des leçons qu'on peut en tout cas retenir, c'est déjà cette victoire, de ne pas se piéger au milieu de Kaunas parmi ces fantastiques shooters lituaniens. On savait qu'il ne fallait pas laisser énormément de place pour des joueurs comme Popovic ou ne serait-ce Rakovic dans la raquette. Et lors d'une première période, on avait vu les joueurs du Maccabi Tel Aviv super à l'aise, avec une bonne défense, une bonne agressivité, mettant à mal les shooters extérieurs et le meneur de jeu lituanien. Mais au fil des minutes et en deuxième période, cette défense agressive a perdu de plus en plus d'intensité. Et puis on a laissé également des positions aux shooters extérieurs qui ont pu recoller au score et pour faire un finish vraiment de tous côtés. Mais heureusement et bien heureusement que le Maccabi Tel Aviv a pu quand même gagner pour lancer sa deuxième partie de saison et pour être quand même pas en tête lors de cette poule. Rudy, malgré la fatigue, l'ambiance hostile et tous les éléments contraires, donc le Maccabi s'en est sorti. Et un joueur a crevé l'écran, c'est vraiment l'intérieur américain Richard Hendricks. Oui, complètement. Richard Hendricks a été omniprésent, avec une dizaine de rebonds, avec plus de 10 points. On se posait la question encore il y a quelques semaines pour savoir qui de Shortsanitis ou de Lior Eliaou pouvait accompagner ce magnifique duo. Là, Shortsanitis a été complètement passé à travers de sa rencontre et Hendricks avec énormément de cœur, énormément d'envie, a su montrer le chemin aux joueurs du Maccabi. C'était assez impressionnant parce qu'on ne s'y attendait pas. Et même également en fin de partie, il avait une énergie débordante, plaçant deux contres fantastiques, dont un sur la planche, sur
le joueur de Kaunas, Rakovic, et c'est vrai qu'à travers ce contrôle-là, c'est ce qui a décidé la victoire dans les toutes dernières minutes. Donc c'est vrai qu'on peut se demander maintenant que peut-être on devrait faire jouer un petit peu plus Hendrix et lui faire un petit peu plus confiance, car s'il réitère ce genre de performance, c'est sûr que le Maccabi pourra aller très loin dans l'Euroleague. Alors Rudy, deux autres joueurs ont crevé l'écran dans cette partie, c'est Langford et Mallet, qui ont inscrit à eux deux 27 points pour le Maccabi Tel Aviv. Ce match, c'est la preuve que les deux meneurs américains peuvent jouer ensemble. Oui, une preuve supplémentaire déjà de la complémentarité des deux joueurs. Desmond Mallet a été étincelant à la main. Déjà, c'est ce qu'on peut retenir. Tous les ballons passaient par lui. C'est lui qui remontait le jeu assez rapide. Et Kess Langford a joué plutôt dans un rôle d'ailier shooter. Il lui a peut-être un petit peu pénalisé, je pense, et qu'il n'est pas forcément habitué à jouer à ce poste-là. Mais par contre, Desmond Mallet, si entre Desmond Mallet et Perkins et Hendrix, excusez-moi, ils arrivent à renouveler ce genre de performance, c'est sûr que l'effectif du Maccabi Tel Aviv sera étincelant, parce que déjà sur sa ligne arrière entre Mallet, Langford, David Blue et le secteur intérieur composé de Shortanikis, Loreliaou et Hendrix, c'est vrai que ça commence à être assez conséquent, et l'effectif est bien étoffé au niveau de la qualité, mais également au niveau de la quantité. Alors vous pensez, Rudy, que le Maccabi Tel Aviv a assez de munitions pour battre le FC Barcelone jeudi à l'Echal Nokia? On a vu les Catalans souffrir contre les Italiens de Cantu. Voilà, c'est vrai qu'ils ont eu quelques difficultés. Après, ceci dit, il ne faut pas oublier que Barcelone était amoindri. Leur petite pépite, Juan Carlos Navarro, champion du monde, champion d'Europe, n'a pas joué ce match-là. Donc c'est pour ça que le Benet Cantu peut-être en a un petit peu profité. Également, ils ont fêté le retour de Gianluca Basile dans le gymnase de Barcelone. Donc c'est vrai que Barcelone était certainement un petit peu ailleurs. Et le Benet Cantu a failli réaliser également une très belle performance. Mais bon, Barcelone s'en est sorti. Et je pense que jeudi soir, lors de cette grande affiche entre le Maccabi Tel Aviv et le FC Barcelone, les joueurs de David Blatt pourront aller chercher cette victoire. Maintenant, on a encore un petit peu d'incertitude sur la présence, oui ou non, de Juan Carlos Navarro, mais je pense que dans cet état d'esprit-là, si les joueurs du Maccabi Tel Aviv, avec l'apport du public au Nokia Arena, toutes les caractéristiques sont réunies, en tout cas pour prendre la première place de ce groupe et battre le FC Barcelone à domicile. Rudy, merci, et on espère vous retrouver la semaine prochaine sur le plateau. Écoute, avec grand plaisir, Jonathan. Merci à vous. Et puis la semaine prochaine, logiquement, je serai là. Aujourd'hui, il y a eu un petit contretemps, mais la semaine prochaine, je serai là, en pleine forme. Jeudi donc, le Maccabi Tel Aviv a rendez-vous avec les Catalans du FC Barcelone à l'Echal Nokia. Les commentaires, l'analyse de cette rencontre sera à retrouver sur Gissen Sport Mag la semaine prochaine. On enchaîne avec l'actu foot de la semaine et la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté hier avec deux matchs. La Guinée équatoriale a lancé donc les hostilités hier en battant la Libye 1-0 sur ce but signé Balboa, non pas Rocky Balboa mais un international de la Guinée équatoriale, pays organisateur de cette compétition conjointement avec le Gabon, victoire 1-0 donc de la Guinée équatoriale. Dans l'autre rencontre de ce groupe A, on va le voir tout de suite, on a assisté à la première surprise de cette compétition avec la victoire de la Zambie 2-1 aux dépens du Sénégal de Mamadou Niang, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Renford Kalouba et Emmanuel Mayuka qui a joué la saison dernière au Maccabi Tel Aviv. Alors on va discuter tout de suite avec vous, Avner Uzan, bonsoir, de cette nouvelle CAN 2012 qui se clôturera le 12 février prochain. La CAN a donc débuté avec la victoire hier de la Guinée et si ma mémoire est bonne, de la Zambie. Alors, êtes-vous d'accord pour dire que cette année, la CAN n'a jamais été aussi ouverte ? Elle est très ouverte, effectivement, Jonathan, mais elle est également toute promise, il me semble, à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui se voit offrir sur un plateau
une chance exceptionnelle de remporter ce trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, sachant que cette équipe de la Côte d'Ivoire n'a plus gagné ce trophée depuis 1992. Et souvenez-vous, Jonathan, c'était face à une mémorable séance de tir au but face au Ghana. Donc, effectivement, la Côte d'Ivoire est pour moi, et selon moi, le grand favori de cette compétition. La Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Alors, cette CAN est marquée par l'absence de grandes nations du football africain, comme le Cameroun, le Nigeria ou l'Égypte. Comment expliquer ces absences, hormis le contexte politique que l'on connaît? Bon, déjà, le contexte politique en Égypte a fait que les pharaons ne sont pas présents pour ce tournoi final. Les pharaons tenants du titre. Triple tenant du titre. Et puis, il y a le Cameroun qui est le grand absent de cette compétition. On a l'impression que cette équipe camerounaise est un petit peu embourgeoisée, avec des joueurs qui, je vais parler de Samuel Eto'o, qui évoluent pas dans un championnat très médiatisé, mais qui championnat de Russie, à Lanzi, Machalkala. Voilà, qui sont devenus de vrais nababs dans ces pays-là, et qui finalement on se demande si l'argent ne pollue pas un petit peu cette envie et cette motivation pour les joueurs camerounais de disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous pensez que ces joueurs-là du Nigeria, qui étaient à l'époque des stars en Europe et dans leur sélection, n'ont plus aussi faim que par le passé? Oui, je pense que le footballeur africain, quand il évolue dans un club d'un niveau de Chelsea ou de Barcelone, Yaya Touré évolue au Barça, à Manchester City, il est passé par le Barcelone. Donc forcément, on peut se dire effectivement, Jonathan, que ce sont des joueurs qui se sont effectivement embourgeoisés. Et puis, il n'y a plus cet œil du tigre, et il n'y a plus cette rage de vaincre, cette niaque que pouvaient avoir les Camerounais à une époque. Y a-t-il un souci de formation au sein des pays africains comme le Cameroun ou l'Égypte ou le Nigeria, quand on voit cette équipe du Ghana absolument exceptionnelle qui est arrivée en quart de finale de la dernière Coupe du Monde? On voit cette équipe évoluer et on la voit prendre du plaisir. C'est vraiment ce qui caractérise aussi le football africain. Oui, le football africain est pétri de talent. Je pense pas qu'il faille parler de formation proprement dite, Jonathan. Le footballeur africain est naturellement doué, a un certain nombre d'aptitudes pour pratiquer ce sport, et il arrive tout naturellement à un certain niveau. Le seul problème qu'il peut rencontrer, c'est effectivement pouvoir s'adapter dans les divers pays européens où il peut évoluer. Alors on lit ici ou là que le football africain est sur le déclin. Qu'est-ce que vous pensez? Bah écoutez, moi je voudrais bien être sur le déclin comme ça. Je souhaite à certaines équipes nationales d'être sur le déclin comme ça. Pensez à l'équipe de France. Je pense à l'équipe de France. Et quand on voit le nombre de joueurs qui sont formés dans les championnats de France et qui portent à bout de bras véritablement leurs équipes, je pense tout simplement aux frères Ayou. Quand on voit que Jordan et André Ayou, le travail que font ces deux jeunes joueurs ghanéens à l'Olympique de Marseille, on peut se dire qu'effectivement, ce sont des deux joueurs clés du système du dispositif de Didier Deschamps, et puis les jeunes ont pris le pouvoir au Ghana. Alors quel est selon vous le grand favori de cette CAN? On a dit la Côte d'Ivoire, le Ghana, c'est les deux nations phares de Côte d'Ivoire, le Ghana, les Lions de la Taranga, le Sénégal avec ils ont perdu hier. Ils ont perdu hier, mais rien n'est encore perdu pour eux. Le Maroc d'Éric Guéret aussi. Le Maroc d'Éric Guéret, c'est pour moi un des outsiders. Moi, je mettrais en deuxième position, évidemment, cette équipe du Sénégal. Équipe du Sénégal où évolue donc Mamadou Niang. On suivra bien sûr les résultats de cette Coupe d'Afrique des Nations de 2012 dans ce Gissen Sport Night tout au long de cette compétition. Gissen Sport Mag prend la direction maintenant de Melbourne et on va évoquer la première semaine du tournoi de la première levée du tournoi du Grand Chelem en tennis. On a terminé donc la première semaine avec les favoris. Les favoris sont bien sûr là. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer se sont qualifiés pour les quarts de finale. Et autant dire qu'ils n'ont eu aucun mal à passer les obstacles qui s'offraient à eux. Côté français, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet ont survécu. Chez les femmes, Wozniacki, Kvitova, Azarenka, Jankovic
et Kim Clijsters verront aussi les quarts de finale. Alors pour évoquer avec nous l'actualité de cet Open d'Australie, on a demandé l'avis d'un spécialiste, Charles Hameçon, consultant pour la radio communautaire juive de France, RCJ. On a décortiqué avec lui les enjeux de cette première levée du Grand Chelem. On l'écoute tout de suite. Charles, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors l'Open d'Australie a débuté déjà depuis une semaine et malgré le soleil de plomb à Melbourne, rien de nouveau sous le soleil et les favoris sont toujours au rendez-vous. Oui, exactement. On est à peu près à la moitié du tournoi puisqu'on a achevé les matchs de la première semaine cette nuit. Et effectivement, pas énormément de surprises. Les Nadal, Federer, Djokovic, Murray et Tsonga sont tous qualifiés, même qualifiés sans trop de problèmes pour les huitièmes de finale pour certains, pour les quarts de finale pour d'autres, puisqu'il y a un tour de décalage entre les... on peut le voir comme ça, parce qu'effectivement, on retrouve toujours les mêmes en demi-finale et en finale, mais je pense qu'on peut aussi le voir finalement d'une autre manière et se dire qu'il n'y a peut-être jamais eu trois joueurs aussi forts en même temps au top niveau, et que ça permet aussi des demi-finales et des finales à chaque fois de toute beauté et une vraie émulation entre les trois, alors qu'il y a par exemple une dizaine d'années, il y avait une ère un peu plus instable, avec des vainqueurs de Grand Chelem très différents selon les tournois, et pour le coup ça rendait peut-être un peu plus difficile d'établir une hiérarchie. Là il y a une vraie hiérarchie, alors effectivement ça laisse pas tellement la place aux autres, voire pas du tout, mais c'est aussi une chance d'avoir de très très grands champions. C'est vraiment trois types de jeux très différents. Federer, lui, c'est le talent à l'état pur. Je le voyais jouer encore ce matin, une grande fluidité, une grande souplesse. Il n'a pas besoin de puiser vraiment dans ses réserves physiques, alors que Nadal, lui, sur chaque match, pratiquement même sur chaque point, est obligé de se battre à l'extrême limite de ses forces. C'est d'ailleurs ce qui fait tout son mérite. Djokovic, lui, c'est un peu un mélange des deux. Il joue très rapidement du fond du court, une moindre débauche d'énergie que Nadal, mais moins de talent pur que Federer. Donc c'est vrai qu'ils ont tous les trois des qualités un peu différentes. Et c'est en même temps ça qui fait l'intérêt de ces confrontations, parce que c'est à chaque fois des oppositions de style. Je pense que là, il est vraiment pas loin de ce top 3, on parle du top 3, top 4 si on ajoute Murray. L'Australie, en plus, c'est un tournoi qui lui réussit. C'est sa seule finale de Grand Chelem il y a quelques années face à Djokovic, perdu face à Djokovic. Pour l'instant, depuis le début du tournoi, il est assez expéditif, il n'a perdu qu'un seul set. Il a un tableau assez favorable, puisqu'il joue en huitième de finale Nishikori, le japonais. Ça devrait passer et l'amener en quart de finale sur Murray. Je dirais que tout va dépendre maintenant pour ces 5 joueurs, finalement, voire pour un éventuel outsider, de leur capacité à gagner les 1 ou 2 prochains matchs assez rapidement, pour arriver dans un état de fraîcheur suffisant en demi, voire ensuite en finale, parce que pour enchaîner et battre par exemple Nadal, puis Federer, ou Djokovic, puis Federer, il ne faut pas passer 4 heures sur le court avant, il faut arriver frais. Voilà. Donc ça va être très important. Par exemple, Tsonga joue contre Nishikori, il faut gagner bien évidemment, mais il faut gagner possible rapidement pour pas user trop de force. On vient d'entendre Charles Hameçon, consultant donc sur RCJ, votre collègue William Zerbib, votre collègue sur l'émission Sport de RCJ, qui vient d'ailleurs de fêter ses 15 ans d'existence. Alors dites-nous tout sur cette formidable émission conviviale. Oui, c'est une réunion d'amis plutôt que de journalistes, même si la plupart des consultants sont de grands professionnels. Je pense à Joël Zerbib en automoto, Yegi Lalouche qui décortique un match comme pourrait le faire un grand rabbin d'ailleurs de la Torah, parce que d'ailleurs on l'appelle le grand rabbin du foot. Charles Hameçon, on a également des spécialistes en basket, Yann Onona qui appartient à l'équipe, Arnaud Bordelais qui appartient au Midi Olympique pour le rugby. Bon, c'est une émission qui se veut conviviale d'une heure, où on parle de sport, de foot principalement, foot national, foot israélien avec Jonathan Namani, j'ai oublié de le citer, mais tout ça dans la bonne humeur. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'auditeurs de la fréquence qui n'ont rien à voir avec le sport, qui n'écoutent même pas, ni voient même de matchs à la télé ou ailleurs,
et puis qui aiment bien qui écouter cette émission. pour voilà, parce qu'il y a une atmosphère, parce qu'il y a une espèce d'originalité dans. C'est quoi? C'est un talk show. C'est un talk show un peu comme pour les plus anciens dont je fais partie, comme était Stade 2 il y a un certain nombre d'années sur la deuxième chaîne de la télévision. Alors donc une émission à retrouver sur l'antenne de RCJ tous les jeudis après-midi, c'est bien ça? De 13h à 14h, heure française, et donc 14-15 heure israélienne, et sur radio-rcj.info. Alors on espère poursuivre notre collaboration. Je l'espère aussi, voilà, avec Ghislaine Sportmag. Dans le futur, et profiter des analyses pointues de vos consultants ici sur Ghislaine Sportmag. Ghislaine Sportmag qui est aussi à retrouver sur Facebook avec notre groupe Facebook Ghislaine Sportmag. Et la question de la semaine que l'on vous a posée la semaine dernière, et on vous posait tout simplement comme question, est-ce que Montpellier peut-il remporter le championnat de France? Et en grande majorité, vous avez répondu que non, les Montpelliérains ne sont pas favoris, ça ne va pas faire plaisir à notre réalisateur Michel Lévy, absolument pas, mais c'est pas grave. Pour vous, le champion et les grands favoris de ce championnat, c'est bien sûr l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. C'est les supporters des deux clubs se sont battus tout au long de la semaine dans le grand débat que l'on organise donc chaque semaine sur notre groupe Ghislaine Sportmag. Et la question de la semaine donc cette semaine, c'est qui remportera l'Open d'Australie dans le tableau masculin, donc soit Roger Federer, soit Novak Djokovic, soit Jo-Wilfried Tsonga. Faites vos jeux et dites-nous tout donc sur notre groupe Ghislaine Sportmag. La dernière partie de ce Ghislaine Sportmag, c'est la partie détente de cette émission avec le Ghislaine Zap Sport. Et on commence tout de suite avec la vidéo classée numéro 3. On prend la direction d'ailleurs de Melbourne. La rencontre oppose Andy Murray à Ryan Harrison. Et regardez, vous allez voir ce coup incroyable qu'a réussi le joueur américain. Un poignet tout à fait élastique. On va voir ce point magnifique. Un long échange entre le joueur britannique et le joueur américain méconnu du grand public. C'était au deuxième tour de cet Open d'Australie. Un échange au long cours. Et on va voir tout de suite Ryan Harrison qui monte à la volée, qui se fait lober. Et là, le coup magique, un poignet absolument incroyable. Et il remporte le point, ça c'est le plus fort. Andy Murray fait la faute. Et Ryan Harrison qui remporte ce point. Donc c'était la vidéo classée numéro 3. Numéro 2 de ce classement, on part en Grande-Bretagne avec ce maître du badminton. Je vous laisse regarder les images, tout simplement impressionnant. On regarde. And ready, and let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, he's done it. 10. A new world record, I think. Yes. Oh, yes. Vous pensez que c'est truqué? Non, je pense que le badminton est un sport national anglais ou britannique, et je crois que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, Avner? Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Donc c'était la vidéo classée numéro 2. Numéro 1, on part au Japon avec ce coup franc exceptionnel tiré par le milieu de terrain du Celtic Glasgow, Shansuke Nakamura, lors d'une émission de télé-réalité au Japon. On regarde et on apprécie ces images. On va voir tout de suite le coup franc tiré par le milieu de terrain japonais. Directement dans la lucarne du autobus, absolument somptueux. Un pied gauche exceptionnel, c'est Shansuke Nakamura, le joueur du Celtic Glasgow. On voit tout à sa joie d'avoir pu attraper la lucarne de cet autobus qui est passé à toute vitesse. Une précision incroyable. Alors on termine ce Ghislaine Sportmag par le zapping de la semaine réalisé par notre partenaire Fan de Sport, le site Fan de Sport. Des images exceptionnelles avec des commentaires en live, on apprécie. Denis qui va très vite, qui donne cette fois-ci un bon ballon. Il n'y a pas d'enjeu de signaler, 2-0. Alors que du côté de Sablé, on réclame un double hors-jeu.
Zarbi Mohamed, ça va être compliqué là. Ouais. C'est pas relevé. Oh, parfait Gomis, le crochet, c'est bien fait, la frappe. Et le contre qui va lober. Ah, il est déçu, Damien Leclerc. Il a fait le geste qu'il fallait. Monsieur Le Gret, excusez-moi, est président de la Fédé, pour l'instant par intérim, mais peut-être que ça se prolongera. Mais ça me rappelle un peu les politiques quand il y a des affaires un peu politico-financières. Alors on n'en est pas là, bien heureusement. Mais ça n'a aucun sens. D'accord, mais laissez-moi terminer, vous réagirez après. Vous aurez la parole. Je ne discute pas et puis voilà. On peut rester, c'est pas vous êtes chez vous. Là, il n'y a pas de hors-jeu. Gamero pour le 3e. Voilà, ça c'est propre. Ce que vous reproche Christophe, c'est des liens. Christophe, il nous expliquer maintenant. Alors vous avez été un des principaux artisans du fiasco. C'est vous qui avez créé le fiasco. Christophe, on a compris. André Le Gret, la parole à ta main. Je vais redire à Christophe. Heureusement qu'il ne devait pas s'énerver. Hein. C'est ce qu'il fait, il a mis du temps. Lisandro va le servir, il peut la lui remettre et ça va être dur là. 2-0. Lisandro Lopez. Oh là, le 4e peut-être. Voilà, avec Néné. Doublé de Néné et doublé de Gamero dans cette soirée de Coupe de France pour le Paris Saint-Germain. Et le nouveau maillot du PSG avec une innovation révolutionnaire, l'ardoise magique. Beckham, elle va pas venir à Paris. C'est pas grave, un coup d'éponge et le nouveau maillot est prêt. Pato, elle vient pas non plus. Que ce soit au niveau des arrivées, des départs, on parle beaucoup de Lucho González, de Gignac. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, José? Aujourd'hui, il y a des arrivées, il faut pas y compter, puisqu'on a fait revenir Brandao, c'était la solution la plus logique et celle qui coûtait le moins d'argent au club. Et la deuxième solution de faire venir une deuxième personne aujourd'hui, c'est non, elle n'existe pas. Et pour les départs, c'est pas d'actualité pour le moment. Kaka, elle a dit non. Mais Tevez, c'est sûr, elle vient. Avec le maillot magique du PSG, recrute toi aussi chaque jour un nouvel attaquant imaginaire. On a l'impression, quand on entend les observateurs, que c'était le Club Med avant qu'on mangeait des pizzas, qu'on travaillait pas, que c'était... Mais libre aux gens donc, de parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement les stats. Aujourd'hui, j'ai quitté le PSG en étant premier, donc avec Yves Bertucci, mon adjoint. Voilà, on a eu des résultats fantastiques. Après, mon parcours au PSG ne se résume pas donc, à ces derniers 6 mois. C'est 2 ans et demi, donc c'est 136 matchs, je crois. 133, ouais. 133 matchs. C'est donc la fin de ce Giessen Sport Mag. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie bien sûr Avner Uzan et William Zerbib d'avoir participé à cette émission. Michel Lévy de l'avoir réalisé. Giessen Sport Mag, on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci et portez-vous bien.